Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Qui a le plus de pouvoir aujourd'hui, Emmanuel Macron ou Mark Zuckerberg? Le patron de Facebook est reçu aujourd'hui à l'Elysée. Un ancien cofondateur du réseau social appelle au démantèlement du groupe. Devenu à ses yeux trop puissant, trop dangereux. Comment contrôler les nouveaux maîtres du monde? Page complète dès le début de ce journal. 1 milliard d'euros pour Notre-Dame, sauf que les travaux ne dépasseraient pas 700 millions. Faut-il permettre à l'argent d'aller à d'autres projets de protection du patrimoine? On en parle dans un instant. Europe 1 est au Venezuela. Nicolas Maduro tient son armée par la terreur. Nous serons avec notre envoyé spécial à Caracas dans cette édition. 8h12, sommet européen hier en Roumanie. L'analyse de Vincent Herouet et 8h15. Il est candidat à la mairie de Paris. Audrey Crespo-Morin reçoit Benjamin Griveaux. Europe 1. Facebook est-il devenu trop puissant? C'est ce que pense Chris Hughes, cofondateur avec Mark Zuckerberg. Il a depuis quitté l'entreprise et il publie une tribune. Il appelle carrément au démantèlement du groupe. Les explications de notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon. Comme Mark Zuckerberg, Chris Hughes a gardé son visage juvénile, celui que l'on voit sur les photos de leur époque à Harvard il y a 15 ans. Ils partageaient le même dortoir étudiant et la même vision pour créer Facebook. Mais aujourd'hui, tout a changé. Je suis en colère contre Mark car il a sacrifié la sécurité et le civisme pour des clics. Mark Zuckerberg et Facebook sont devenus trop puissants, estime Chris Hughes, qui ajoute se sentir responsable même s'il est parti il y a 10 ans. Je n'ai pas su voir à quel point les algorithmes pouvaient changer notre culture, influencer des élections ou donner une plateforme à des nationalistes, écrit-il dans le New York Times. Aujourd'hui, prévient-il, Mark Zuckerberg, tout seul, peut décider de ce que vous voyez quand vous ouvrez Facebook, de ce qui est violent, haineux ou inapproprié dans les messages. Il contrôle et peut censurer les conversations de 2 milliards de personnes, continue Chris Hughes, qui ne voit qu'une seule solution. It's time to break up Facebook. Il est temps de démanteler Facebook. Si on en est là, c'est parce que Facebook est un monopole qui écrase, copie ou rachète la concurrence. Il faut donc diviser l'entreprise en plusieurs entités, rendre leur liberté à Instagram et WhatsApp notamment, et même créer un régulateur gouvernemental pour les réseaux sociaux. Je pense que Mark est un type bien au fond, conclut Chris Hughes, mais son pouvoir sans précédent doit être contrôlé. New York, Xavier Yvon, Europe 1. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui sera justement aujourd'hui reçu à l'Elysée par le président de la République Emmanuel Macron. Oui, objectif de la rencontre, mettre en place une stratégie contre les contenus haineux sur Internet. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour David. Alors, il se trouve que vous avez justement rencontré hier à Paris Mark Zuckerberg. Alors, je vous pose la question, Nicolas, est-il désormais disposé à ce qu'il y ait davantage de contrôle? Écoutez, il vient ici à Paris pour essayer de convaincre que Facebook fait beaucoup d'efforts pour lutter contre les manipulations, les discours de haine, le terrorisme, etc. Il dépense des sommes considérables, plus de 3 milliards de dollars par an, pour lutter contre cela. Grâce à l'intelligence artificielle, par exemple, ils prétendent qu'ils arrivent à stopper en temps réel 99,6% des contenus terroristes qui circulent sur Internet. Et puis surtout, ils sont dans une démarche qui consiste à dire au pouvoir public, c'est à vous de réguler Internet. Nous, on fait des choses de notre côté, mais c'est à vous de fixer les règles et nous y tiendrons. Vous savez, Facebook, c'est un énorme rouleau compresseur avec tout ce qu'il contrôle, Instagram, WhatsApp notamment. Certains donc, on l'a entendu, veulent le démanteler. C'est pour ça que Zuckerberg est plus attentif aux critiques, plus humble aussi, et puis prêt à écouter ce que disent des dirigeants politiques comme Emmanuel Macron, avec qui quand même il a un peu tendance à traiter d'égal à égal. Ouais, je disais de manière volontairement provocatrice en titre, qui a le plus de pouvoir, Emmanuel Macron, Mark Zuckerberg? Je vous pose la question. Écoutez, c'est une vraie question. Facebook, c'est 22 milliards de dollars de profit par an, ça fait plus de 5 fois le budget du CNRS, et avec ça, Facebook investit massivement dans l'intelligence artificielle, par exemple, qui est la nouvelle frontière technologique du monde. Et Facebook est infiniment plus puissant à cet égard qu'un État. Et puis Facebook est utilisé par plus de la moitié des Français tous les jours. Aucun service public n'arrive à ce niveau de plébiscite, en quelque sorte. C'est une force dans la fabrique de l'opinion publique, considérablement plus puissante qu'un président de la République. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos. Merci à vous, Nicolas. Nicolas Barré, vous avez demandé à Mark Zuckerberg de quelques followers pour Instagram? Ah, pas encore, non. Merci beaucoup. Je demanderai. On enchaîne avec cette enquête Europe 1. Les enfants de djihadistes partis en Syrie qui rentrent en France sont-ils des bombes à retardement? Bonjour Salomé Legrand. Bonjour. Vous avez creusé ce dossier pendant plusieurs mois pour Europe 1. On parle de 90 enfants
Dans leur immense majorité âgés de moins de 6 ans, qui sont revenus en France depuis 2016, cette expression bombe à retardement, est-ce au fond une inquiétude légitime? Alors évidemment, David, cette crainte, on la comprend, mais elle n'est pas partagée par les professionnels qui suivent ces enfants, en tout cas tous ceux que j'ai pu interroger. On peut tuer ce fantasme, m'a même glissé l'une des personnes les plus au cœur du dispositif. Bien sûr, il faut rester prudent, on expérimente, mais depuis un peu plus de 2 ans maintenant, ces professionnels qui les encadrent, éducateurs spécialisés, juges des enfants, avocats, psychiatres, ont noté que leur traumatisme n'était en fait pas plus important que des cas déjà gérés par l'aide sociale à l'enfance, qui a l'habitude des dossiers lourds. D'ailleurs, pour eux, c'est ce qui rend urgent le fait de les rapatrier pour éviter d'aggraver leur traumatisme. Par ailleurs, tout est mis en œuvre pour faire grandir ces enfants petits, vous l'avez dit, le plus normalement possible. On réalise des enquêtes de plusieurs mois avant de les confier à leurs proches. On s'assure qu'on va pouvoir leur raconter leur passé sans difficulté, toute cette histoire, qu'ils seront élevés avec les valeurs de la France, et surtout que ces adultes qui vont accepter de les reprendre vont aussi accepter le suivi strict qu'on va leur imposer, avec des interventions donc de psychiatres et d'éducateurs aussi longtemps que nécessaire. Et pour l'instant, l'immense majorité de ces enfants rentrés est encore en famille d'accueil. Enquête signée Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Merci à vous, Salomé. L'Assemblée nationale se penche aujourd'hui sur le projet de loi encadrant la restauration de Notre-Dame. Oui, avec notamment au menu la gestion des dons qui ont afflué, près d'1 milliard d'euros, alors que, selon les estimations, le coût des travaux ne devrait pas dépasser 700 millions. Le président des Sites et Monuments, l'historien Alexandre Gady, propose de modifier le projet de loi pour que l'argent puisse aller à l'ensemble des cathédrales françaises en péril. Les explications de Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. 300 à 400 millions d'euros de surplus, le magot a de quoi attiser les convoitises, notamment des 86 autres cathédrales du pays, propriété de l'État, tout comme Notre-Dame de Paris. C'est le cas de Notre-Dame de Rodez, qui peine à récolter des fonds. Il faudrait 30 à 40 millions d'euros pour la restaurer. Alors pour le maire de la ville, Christian Tessèdre, bénéficier de cet excédent serait une formidable opportunité. Il n'y a jamais eu de rénovation intérieure. Donc aujourd'hui, c'est important de faire ces travaux. Et je pense que cet argent, ces surplus des dons de la cathédrale de Paris, ce sera bien béni pour des cathédrales de notre pays. Problème, le gouvernement insiste pour que l'argent récolté soit intégralement dédié à la cathédrale de Paris. Et pour Christophe Rousselot, délégué général de la Fondation Notre-Dame, impossible de reverser les dons pour autre chose. Il peut y avoir des centaines de personnes qui disent « mais moi, j'ai pas donné pour Rodez, j'ai donné pour la cathédrale de Paris ». Et l'expression de la volonté des donateurs, on ne peut pas s'asseoir dessus d'un trait de plume. Et Christophe Rousselot d'ajouter qu'il est encore trop tôt pour parler de surplus. Pour le moment, ce sont des promesses chiffrées à près d'1 milliard d'euros et pas encore des dons concrets. Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. La suite du journal avec David Doucan. La situation au Venezuela n'évolue pas. En cause, c'est l'armée qui reste fidèle à Nicolas Maduro. Oui, la loyauté des militaires, c'est la clé dans le bras de fer qui oppose Maduro à son opposant Juan Guaido. Partons tout de suite à Caracas rejoindre notre envoyé spécial Mathieu Bock. Bonjour. Et bonjour David. Juan Guaido ne parvient pas, Mathieu, à faire basculer les généraux. Question simple, pourquoi ? Eh bien parce que Nicolas Maduro tient l'armée d'une main de fer, tour à tour, en la cajolant et en la terrorisant. Si les officiers largement corrompus n'ont aucun intérêt à changer de camp, les soldats les plus jeunes sont surveillés de très près, nous explique le député Winston Flores, un proche de Juan Guaido. Ils terrorisent les plus jeunes, ils les regroupent dans des baraquements, inspectent leurs portables. S'ils voient le moindre message ou like sur Facebook en soutien à Guaido, ces soldats sont mis en prison, voire pire. Pour les officiers, c'est différent. Le Venezuela a environ 3000 généraux. C'est plus que les États-Unis alors qu'on n'a que 200 000 soldats. Ça n'a aucun sens. C'est comme ça que le pouvoir les tient. Tout le monde est promu pour une raison ou pour une autre. Si un officier tabasse un député, il est promu général. Si un soldat brûle l'un des petits papiers qu'on leur donne pour les convaincre de nous rejoindre, on lui donne une voiture. Mathieu, on entend ce témoignage que vous avez recueilli. On se demande comment Juan Guaido a pu croire qu'il allait réussir à faire basculer l'armée. Et c'est justement ce qui est reproché à Juan Guaido, une part de naïveté en pensant qu'il parviendrait à retourner l'armée sans comprendre que cette corruption était un système quasiment incontournable. Les États-Unis ont donc pris la main. Il y a 3 jours, Washington a levé les sanctions contre le puissant chef des services secrets, le SEBIN, en échange de son passage dans le camp Guaido. Et c'est un message très clair envoyé à ces militaires corrompus, nous explique le journaliste d'investigation Javier Mallorca. Tout ce que veulent ces généraux, c'est profiter de la fortune qu'ils ont amassée, qui est sur des comptes à l'étranger et qui est bloquée à cause des sanctions américaines.
C'est la seule raison pour laquelle ces généraux pourraient être obligés de négocier le départ de Maduro. Et pour garder ses troupes dans le rang, Nicolas Maduro agite régulièrement un épouvantail. Raúl Baduel, compagnon de la première heure d'Hugo Chavez, croupi en prison depuis bientôt 10 ans. Il est à l'isolement dans une cellule surnommée La Tombe, sans lumière naturelle, enfoui à 15 mètres sous terre. Le message est donc très clair, personne n'est à l'abri. Mathieu Bock, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Caracas. Merci à vous Mathieu. Il est 8h11. Si je vous dis, Nikos, Bure, en Lorraine, vous me répondez ? Déchets nucléaires ? Oui, mais non. Pas forcément. Pas forcément parce qu'il y a 2 Bure. Bure, B-U-R-E, dans la Meuse. Oui. C'est la commune du projet controversé CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires. Et puis, à 150 km à l'est, Bure, B-U-R-E-S, un petit village avec une base de loisirs. Ça joue à rien. Et qui en a assez d'être confondu avec l'autre et sa mauvaise réputation. Alors le maire a payé une campagne de publicité pour qu'il n'y ait plus méprise. Reportage Arthur Mbaché. Sur place, on n'a croisé ni zadistes ni gendarmes. C'est bien la preuve que nous n'étions pas à Bure, le Bure meusien, future poubelle nucléaire décriée par les écolos. Non, ici à Bure, en Meurthe-et-Moselle, un étang, une base nautique. Le maire, c'est Michel Marchal. Notre base de loisirs, lorsqu'il y a les réservations, les gens s'interrogent, est-ce que c'est là qu'il y a des déchets radioactifs ? Je pense que c'est une image un peu négative pour notre territoire. Alors on s'est dit peut-être une campagne de communication sans pour autant se mettre en opposition avec le Bure meusien, qui a sans doute ses qualités aussi. Donc il y aurait des affichages sur des bus sur la métropole de Nancy. Il y a également des panneaux sur 5 semaines. Bon, après, on tirera le trait, on verra si c'est positif ou pas. La campagne coûte 20 000 €, dont 3 000 payés par l'Andra, l'agence où travaille Dominique Maire, qui construit CIGEO à Bure, l'autre. On a conscience en fait que le projet que nous développons, on sait qu'il comporte effectivement un certain nombre de craintes de la part du public. Et l'idée, c'est pas non plus de porter ombrage à un village de la région. On peut confondre Bure avec Bure, l'inverse est vrai. On raconte ici l'histoire d'un zadiste à la recherche de ses camarades de lutte, un peu perdu au milieu de gamins, en colo, au bord du lac. Bure, pas celui-là, l'autre, Arthur Mbaché. On conclut avec un peu de football parce qu'on n'a plus le temps, mais tout de même, Ligue Europa, demi-finale retour, 4-2 pour Arsenal qui a étrié Valence, qualification de Chelsea aux dépens de Francfort, résultat, comme en Ligue des Champions, la finale sera 100% britannique, Chelsea-Arsenal. Votre journal était très intéressant. Ah ben, je vous remercie. Vraiment, j'ai bien aimé ce matin. Facebook, Bure, la totale, la vraie. Aujourd'hui, c'était bien. On essaye. Oui, voilà. C'est ça. C'est pas ce que je voulais dire. Vous voyez le mauvais esprit de Céline Dacosta. Mais non. Merci David Doucan.